Bonjour à tous, c'est Vincent Mandeville de PaléoQC.com pour le N3S Podcast Nutrition, Sport, Santé, Sommeil. Je suis avec Guillaume Lacerte qui est en ligne. Salut Guillaume. Hey, salut Vincent. Quoi de neuf avec toi? Qu'est-ce qui se passe là avant qu'on commence le podcast? Est-ce que tu pourrais le dire avec plus d'entrain? T'as l'air d'un gars qui est rentré dans son étable et qui a trouvé son cheval favori mort par terre. Après ça, non, je peux pas. T'as cassé mon élan. Mais oui, d'habitude, j'étais assez enthousiaste. Là. J'ai juste pris... je pense que j'étais à la fin de mon chocolat noir pour aujourd'hui. C'est toujours ça, hein? baisse d'énergie vers 7-8 heures le soir. T'es comme Ultraman, à un moment donné, ton timer est fini, puis là, tu t'éteins. Ouais, ben, tu sais, c'est comme là, je suis en début de session de cégep, puis tu sais, des fois, pour que ma journée parte bien, puis que je sois efficace, tu sais, je vais prendre un paquet de chocolat noir le matin pour avoir un petit boost, tu sais, mais c'est à crédit, cette énergie-là. Là. Fait que j'arrive à comme 7, 8, 9 heures le soir, puis on dirait que j'ai un petit crash. C'est correct, là, je l'ai prévu. Là, je suis d'où mon manque d'enthousiasme. Ben, j'espère que tu as conservé ton enthousiasme pour le podcast qui s'en vient, parce qu'en plus, c'est un de tes amis qu'on a invité. Oui, c'est Steven, je le connais depuis quelques années, puis je l'ai recroisé récemment, puis ce qu'il fait, c'est super intéressant, il est passionné. Je me suis dit que ce serait super d'avoir sur le podcast, là. Il y a plein de bonnes histoires. Donc, Steven Roseberry, qui travaille au gym de CrossFit de Victoriaville, CrossFit Victoriaville, donc qui est entraîneur et gérant là-bas. Puis, il y a un background qui est assez particulier. Guillaume, tu disais qu'il est parti d'un gars qui était, somme toute, pas trop en forme, puis pourrais-tu... Ben, je pense qu'il était en forme, là, il en a perdu un peu après ça, il est tombé dans plein de vagues différentes d'entraînement, là, les Bars Brothers, où il s'entraînait sur les bars dans les parcs, il est tombé dans le paléo, il est tombé dans les Spartan Race, les courses d'ultra-endurance, puis il est rendu dans le CrossFit, avec un parcours vraiment trippant, qu'on voit pas typiquement, là, ses expériences personnelles sont vraiment intéressantes. Super. Ben, s'il est tombé dans plein d'affaires, j'espère que c'est pas trop fait mal, mais... Ah, mon Dieu. T'as vraiment aucune réaction. Ok, c'est bon, on continue. Donc, c'est ça. Groupe, on va aller rencontrer Steven. J'espère que vous allez apprécier son entrevue autant que moi et Guillaume, on a eu de plaisir à la faire. Fait que si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas à nous écrire. Vous savez où nous trouver sur Facebook, donc facebook.com/PaléoQuébec, sur Twitter @PaléoQC et évidemment sur Instagram, paléoquebec.vm, c'est mon Instagram personnel. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des idées d'invités. Ça va nous faire plaisir. Alors, Guillaume, t'es prêt? Ouais, bonne écoute. Super, on va aller rencontrer Steven. Bonjour à tous, bienvenue au N3S Podcast Nutrition, Sport, Santé, Sommeil. Je suis votre hôte Vincent Mandeville, co-auteur à Paléo Québec, PaléoQC.com. Je suis avec Guillaume Lacerte, mon comparse en chef, autre co-auteur à PaléoQC.com. Et notre invité d'aujourd'hui s'appelle Steven Roseberry, qui est un entraîneur, qui est gérant à l'usine CrossFit de Victoriaville. Comment ça va, Steven? Super, vous autres, les gars. Numéro 1, merci. Ah, ça va. Donc, Steven, t'es un des contacts à Guillaume et, si je ne m'abuse, tu l'as rencontré à travers le contexte du combat. Vous disiez, vous faisiez du jiu-jitsu ensemble? Oui, ben j'ai rencontré un petit peu toute sa gang du nomade de Sherbrooke quand j'étais dans le coin de la région de Sherbrooke. Je me cherchais un petit peu un nouveau sport athlétique à développer, nouveau trip à essayer un petit peu, puis le jiu-jitsu semblait tout indiquer, fait que j'ai essayé ça, puis là j'ai rencontré Guillaume par le fait même. Il y a beaucoup de, je vais dire, de la récurrence. En fait, il y a beaucoup de gens de jiu-jitsu, CrossFit qui se rencontrent, qui se croisent. Est-ce que toi, le CrossFit, ça a été comme une porte d'entrée pour t'entraîner pour le jiu-jitsu? Ça a-tu été un tremplin pour... Donc, ton background sportif, ça ressemble à quoi, Steven? Je te dirais, j'ai un background sportif assez diversifié et assez différent. Le CrossFit, c'est tout nouveau. Je te dirais que ça fait depuis environ la dernière année là, que je me suis vraiment mis à fond. J'ai suivi mes formations en CrossFit. J'ai développé beaucoup de respect puis de plaisir à pratiquer ce sport-là, parce que c'est vraiment un sport, c'est beaucoup plus que de l'entraînement. J'ai commencé joueur de football, comme bon vieux joueur, comme tout joueur de football, là, je me suis blessé. Les genoux, les commotions cérébrales, choses comme ça. Classique.
Comme sport, on s'entend. Par la suite, j'ai évolué un petit peu. Je me suis en allé au cégep. Ça a été après ça, pizza, bière. On s'entend. Le menu que la plupart des collégiens vont vivre dans leur vie. J'ai pris beaucoup de poids. J'étais vraiment pas en forme. Puis je me cherchais un petit peu. J'ai commencé à m'intéresser à aller faire des tours dans des gyms. Je retrouvais pas ce que je cherchais vraiment. Puis j'ai commencé à un moment donné à faire un petit peu de kickboxing. Puis l'idée m'est venue d'aller essayer du jiu-jitsu. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est découlé. Par la suite, il y a eu les courses à obstacles, Spartan Race. Ça a occupé un bon 2 ans, 3 ans de ma vie. Par la suite, ça a été l'ultra-endurance, triathlon, puis j'ai évolué vers le CrossFit dans la dernière année. Là. Fait que c'est quand même comique de passer de l'ultra-endurance à du CrossFit. T'sais, ultra-endurance, j'imagine tu parles de des plus que des marathons, plus que des 42 km, puis le CrossFit, c'est quelque chose qui est assez intense, assez, vraiment là, balls to the wall, comme on dit en anglais. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça? C'est-tu juste que t'aimes souffrir ou... Je te dirais, c'est un petit peu... je pense que tous les athlètes d'endurance aiment souffrir un peu. J'aime beaucoup l'accomplissement mental que ça apporte, le dépassement de soi-même. Le lundi matin, quand tu retournes au travail, puis tu as passé le week-end à courir, tu as fait 60 km, 80 km dans la montagne, tu as fait un 30 heures d'entraînement en continu. Le lundi, soudainement, tous les petits problèmes du quotidien sont beaucoup plus simples. Le café froid, la voiture qui démarre pas, ça passe au second plan, là, c'est plus important. Là. C'est un petit peu ça, là, ce que je vais rechercher là-dedans, là, dans le dépassement de soi. Là. C'est vraiment dans le quotidien qu'est-ce que je retire de ça. Là. Moi, je suis intrigué par ton parcours en endurance, parce que il n'y a pas de vidéo en ce moment, les gens ne voient pas, mais t'as quand même une bonne masse musculaire. Qu'est-ce qui s'est passé quand t'es passé? Je sais que tu faisais les Bars Brothers là, sur les barres d'impact pendant un bout. T'as pris pas mal de muscles. Qu'est-ce qui s'est passé quand t'es tombé en endurance? Est-ce que t'es arrivé à le maintenir ou est-ce que t'en as perdu un peu? Je te dirais, il a vraiment fallu que je change un peu mon entraînement. C'est justement dans ces années-là que j'ai commencé avec la nutrition. J'ai commencé à m'intéresser de plus en plus au paléo, à manger de plus en plus paléo aussi. J'ai commencé à faire beaucoup d'expérimentation aussi avec un peu les diètes high fat, excusez-moi. Donc c'est ça, baisser tranquillement le carbohydrate, habituer le corps à être capable d'aller puiser dans ses réserves de graisse. Côté musculaire, c'est sûr que j'ai perdu du poids pendant ce temps-là beaucoup, mais je suis resté quand même avec une force physique assez intéressante là pour ce que j'avais besoin de faire. Là. C'est sûr que j'ai pas levé de poids pendant presque 4 ans, là, aucune barre, aucun soulevé de terre, quoi que ce soit, mais dû à la barre, j'étais quand même capable de conserver là, une certaine masse musculaire. Là. Peut-être juste pour le bénéfice de nos auditeurs, Guillaume, tu parlais de Bars Brothers. Pour des gens qui seraient pas familiers avec c'est quoi, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu ce que c'est, Steven? Oui, certainement. C'est le calisthénique en français. Ça va être communément appelé aussi le street workout. C'est très populaire, je vous dirais, dans l'Europe de l'Ouest. C'est très intéressant. C'est la logique d'utiliser le poids de son corps comme entraînement principal. Donc, on va faire de la suspension, on va aller faire du pull-up. Tout est strict, tout est contrôlé. Le but est de maîtriser le mouvement le plus possible, maîtriser le corps, puis développer une force sur 360 degrés. Là. Donc, autant en push-up au sol, faire ramper, se promener, travailler les squats, travailler toutes les variations possibles du pull-up, aller au muscle-up, se tenir sur les mains, marcher sur les mains. C'est vraiment pousser l'entraînement du poids du corps, le body weight à son extrême. Là. Fait que t'as dit quelque chose qui me titille parce que t'as comme tu dis, un background sportif qui est assez extensif. Maintenant, tu fais du CrossFit, puis là, t'as dit on fait des formes qui sont extrêmement strictes, alors qu'en CrossFit, on voit des pull-ups qui sont kippés, donc il y a une espèce de swing au niveau du corps complet. Fait que toi, tu vois ça de quel œil, un pull-up qui est swingé comme ça? Je te dirais que ça a été probablement mon plus gros problème au début quand j'ai rentré dans le CrossFit. J'ai pas fait de CrossFit avant dû principalement à ces mouvements-là. J'avais toujours pour mon dire, tant qu'à le faire, fais-le comme il faut.
fais-le strict, fais-le contrôler. Puis c'est quand j'ai commencé à travailler en CrossFit, à développer le pull-up, à comprendre le keeping, que j'ai compris qu'il y avait vraiment un bénéfice athlétique à aller chercher dans ce mouvement-là. C'est vraiment un mouvement de gymnastique avancée. Donc, on va nécessiter, tu sais, on regarde les vidéos un peu, ça a l'air fait un peu n'importe comment, mais je vous mets au défi de vous installer sur une barre, réussir à enchaîner plusieurs keeping pull-up. Puis c'est vraiment un exercice qui demande tout le corps. C'est 2 exercices complètement différents. On ne devrait même pas appeler ça un pull-up. C'est 2 exercices qui devraient être mis dans des cases à part pratiquement. Ouais. Personnellement, j'ai essayé 2 ou 3 fois. Comme si à chaque fois, j'arrête à peut-être 3 ou 4, puis là, je suis trop fatigué. Sérieusement, c'est vraiment difficile. Mais t'as quand même utilisé le mot, Steven, hein, le mot avancé. Tu sais, je pense que dans une perspective Bars Brothers, gymnastique, comme tu le dis, il y a une préparation physique du corps, une préparation musculaire, une préparation des tissus conjonctifs, entre autres des articulations qui doit être faite d'avance. Là. Est-ce que je me trompe? Non, du tout. Puis ça, c'est vraiment le travail dans les gyms de CrossFit. On a vu plusieurs choses au courant des années. Le CrossFit a quand même évolué beaucoup, je te dirais, dans les 5 dernières années. On voit de plus en plus ces mouvements stricts-là faire leur retour dans les gyms. On va te faire de la musculation, ce qui est en tempo. On va travailler beaucoup en tempo maintenant, en pré-workout, donc avant l'entraînement, donc pour développer la force chez les athlètes, le physique. Moi, dans mon gym, comment que je gère ça, c'est que personne n'a le droit de se lancer à travailler le keeping pull-up tant qu'ils sont pas capables de me prouver qu'ils sont capables de faire minimum un bon pull-up, menton dessus de la barre, solide, qu'une belle stabilisation. On voit parfois là dans les vidéos des gens qui vont se mettre 3-4 élastiques pour réussir à rentrer des keeping pull-up. Selon moi, ça c'est courir après des problèmes, là, les coiffes des rotateurs, beaucoup de problèmes d'épaule, l'hyperextension, c'est pas des choses qu'on veut nécessairement aller chercher, là. Ouais, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que les tendons, les ligaments, ça prend des mois, voire des années à renforcer. Fait qu'il n'y a pas vraiment de raccourci là-dessus. Non, exactement. Là, c'est de travailler dur puis de commencer par la base. Les gens voient ça souvent, puis tu sais, tu vas voir la quantité de jeunes gars de 16-17 ans qui rentrent dans le gym, moi je veux faire des muscle-ups, ces anneaux. Et le jeune n'a jamais fait un pull-up de sa vie, mais il veut se lancer pour les anneaux. Là, t'es pas allé, ça saute d'un bord à l'autre, ça balance, juste pas de sens. Puis ça, c'est vraiment important de comprendre qu'il faut vraiment commencer par la base avant de pouvoir commencer par apprendre à marcher avant de courir, là, carrément. Là. Moi, je suis curieux, vu que j'imagine que tu as une population générale qui rentre dans ton gym. Avec quoi est-ce que tu commences? Puis est-ce qu'il y a des problèmes que tu vas tout le temps revenir, que tu dis ça? La majorité des gens bénéficieraient de travailler là-dessus. Ouais, je pense pas que ça va être une grosse surprise pour vous, les gars, parce que vous êtes quand même 2 gars actifs, mais le squat, on le voit de plus en plus. Kelly Starrett en parle beaucoup, là, ces spécialistes-là du mouvement, surtout associés au CrossFit, à la mobilité. Le squat est l'enfer, c'est terrible. On voit que les gens passent énormément de temps assis dans des chaises, aucune dorsiflexion sur les chevilles, donc la flexion avant. Des genoux faibles, des hanches faibles, beaucoup des dos arrondis, aucune proprioception au niveau des hanches, du dos. Je te dirais vraiment le squat, là, c'est le mouvement numéro 1. Il y a environ, là, je crois 5% des gens qui rentrent dans le gym qui savent squatter, là. Puis ça, c'est des gens qui ont un bon background athlétique ailleurs, qui ont déjà été coachés ailleurs, là. Fait que, est-ce que tu as des exercices de prédilection pour corriger ces gens-là? C'est quoi ton processus que tu utilises avec eux pour les remettre sur le droit chemin? Toujours, ça dépend. Il faut commencer par voir c'est quoi le problème de la personne. Dans ce type de mouvement-là, lorsqu'on va parler de mouvements complexes comme le squat, il n'y a pas de recette préétablie pour personne. Dire fais ces 3 exercices-là, puis ton squat va être parfait. Donc, ça prend vraiment un diagnostic de base. C'est quoi le problème principal dans son squat? Je commence toujours par la base. Est-ce que son dos est plat? Donc, on veut stabiliser au maximum la colonne vertébrale. Par la suite, on va aller voir les genoux. Est-ce que les genoux rentrent vers l'intérieur? On va essayer de protéger au maximum les ligaments. Donc, on va envoyer les genoux beaucoup plus vers l'extérieur, engager le fessier, avoir une bonne stabilisation du pied dans le sol. Par la suite, on va aller un petit peu plus dans le fine-tuning. Donc, on va essayer d'aller chercher une profondeur, aller chercher le mouvement entier, le mouvement complet de l'articulation. Il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs bons articles que j'ai vus sur Internet, plusieurs bons vidéos. Ido Portal, sa squat routine. Absolument, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Un athlète qui a beaucoup de difficultés avec son squat.
Je lui fais faire ça, là, je te dirais 3 fois par semaine, un mois de temps, puis c'est plus le même athlète là, après un mois. Là, c'est complètement différent. Là. Donc, il y a de l'espoir, c'est bon. Oui, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Je coach des gens ça va de 65 ans à 12 ans. Là. Puis, il y a toujours moyen de trouver quelque chose à faire, de progresser. On peut jamais dire je suis une cause perdue. Là, ça n'existe pas, ça. Ouais, ou c'est probablement une chose d'exceptionnel. Je disais, moi, dans mon travail, je vois des monsieur, madame, tout le monde, des travailleurs, comme tu dis, des gens qui sont esclaves du bureau. Je me souviens d'avoir déjà vu un monsieur qui avait un spondylesthésis, carrément des fusions vertébrales, puis sa colonne vertébrale, c'était un S, là, mais carrément un S, puis il avait le cou barré vers le sol, puis lui, je me suis dit, hey, j'aurais donc dû aimer ça le voir un petit peu plus tôt pour lui faire travailler de la mobilité, pour le faire. Mais tu sais, évidemment, on s'en sauve pas. Est-ce qu'à votre gym, vous êtes des gros friands de stretching, de mobilité, de balles de crosse, de foam roller? Ouais, je te dirais, ça c'est quelque chose que j'ai amené beaucoup chez CrossFit Victoriaville. Là, on a travaillé ça énormément. Quand je suis rentré, les gens s'étiraient beaucoup, mais faisaient souvent des étirements un peu dans le vide, sans vraiment avoir de vision en arrière de ça. Moi, je suis rentré, je veux pas venant de l'ultramarathon, de l'ultra-endurance. On vit par les balles de cross, par les balles de tennis, par les foam rollers, c'est ça qui nous garde sur la route. Faut survivre. Survivre peut-être un petit peu plus. Quand tu accumules un 140, 150 km de course par semaine dans l'entraînement, il faut que tu trouves des moyens, veux pas, pour réussir à aller faire récupérer le muscle un petit peu plus vite. Donc non, je suis rentré avec ça beaucoup, j'ai appris également en testant énormément sur moi-même. Puis j'ai amené un peu cette expertise-là. Maintenant, tout le monde sur le monde des balles sont capables de prendre soin de leurs épaules, sont capables de prendre soin de leurs hanches, sont capables de comprendre que hey, ça fait une semaine, ça fait 2 semaines que j'ai mal à cette épaule-là, tout le temps à la même place quand je la roule avec la balle. Il y a peut-être quelque chose plus qu'une tension musculaire en arrière de ça. Donc vraiment les amener à s'auto-diagnostiquer avec ces outils-là puis faire du maintien sur leur corps. Moi, je vais faire une tangente là, parce que je me rappelle quand on parlait dans le temps, tu avais vraiment des histoires incroyables sur l'ultra-endurance. Entre autres, ta Spartan Race de 24 heures, je pense, où il faisait comme super froid. Puis les gens arrêtaient d'assimiler l'eau, puis ils prenaient comme une affaire comme 10-15 livres pendant les courses. As-tu quelques anecdotes là-dessus que tu peux raconter un peu? Là? Oui, certainement. J'ai fait j'ai commencé tes Spartan Race, je me cherchais justement quelque chose qui vient me rechercher un petit peu, qui me redonnait le goût de me remettre en forme. Puis j'ai un ami un après-midi qui m'a dit j'ai vu ça une annonce à la télé, Spartan Race. Donc j'ai commencé comme à peu près tout le monde quand on rentre dans la course avec une distance que je croyais au début infaisable. Une super, un 12 km. Je me suis lancé là-dedans, j'ai terminé, j'ai passé proche de mourir 3 fois. Je me suis dit, mon Dieu, c'est l'affaire la plus fun au monde. Donc, je vais recommencer. Donc, je me suis même entraîné très fort. Puis là, ça a été de fil en aiguille. Puis de plus en plus, j'ai décidé de pousser la machine. La première très longue distance que j'ai faite, c'était la Ultra Beast au Vermont, à Killington. On parle là d'une course, je te dirais, ça varie toujours, les Spartan Race, c'est un peu le plaisir. C'est 45-48 km, mais on parle pas de route, là. C'est du bushwhacking. En français, on va se promène directement dans la montagne, aucun sentier pour la majorité. Puis là, tu vas te faire demander de faire à peu près n'importe quoi. C'est au-dessus de 80 à 90 épreuves. Ça va aller de transporter de chaudière de 50 livres, aller faire des pull-ups, faire du monkey bar, sauter des murs, mais c'est encore et encore, ça commence à 4 heures, à 5 heures dans la nuit, puis ça termine là vers quand tu sors ou quand tu te fais couper finalement parce qu'il reste plus de temps. Donc habituellement c'est 13 à 14 heures de course, cette endurance-là, cet événement-là. Et cette année-là, précisément au Vermont, il y avait une épreuve dans l'eau. Donc, ça se passe au mois d'octobre, en pleine montagne du Vermont à Killington, qui est quand même assez élevé. Il fait environ 5-6 degrés Celsius. Ça fait 10 heures que tu es dehors, que tu n'as pas mangé de rien de chaud, tu es dans tes vêtements trempes. Soudainement, ils te demandent de nager dans l'eau, aller faire des épreuves dans l'eau. Tu rates l'épreuve, c'est 50 burpees, tu dois recommencer. Bref, en l'espace d'environ 3 à 4 minutes, tu accumules 150 burpees, tu es trempé de la tête aux pieds, le moral est à zéro, puis il fait noir. Et à partir de quand est-ce que tu commences à halluciner là-dedans? Je te dirais, d'habitude, les hallucinations, c'est après le premier 12 à 15 heures, c'est là que tu commences à voir des affaires, puis c'est ta tête qui commence à jouer des tours beaucoup.
C'est surprenant comment la force humaine qu'on a dedans de nous, c'est là que tu comprends un petit peu le chasseur-cueilleur d'où il vient. Là. Tu vas puiser un peu dans ces ressources-là humaines là, de développement. Pas de développement, c'est de survie pure. Là. Mais bref, on voit toutes sortes de choses. Là. Tu vas voir des gens là que moindrement que tu manges plus que 300-400 calories à l'heure, ton système digestif bloque. Tout simplement, tu es incapable de digérer suffisamment pour te fournir l'énergie. Donc, de là, l'importance d'être capable de digérer énormément de gras pour soutenir ton effort. Puis là, justement, lorsque le système digestif bloque, dû que tu as mangé trop de calories, ben la bouffe que tu continues à manger, il faut qu'elle aille à quelque part. Donc, ça s'accumule dans l'estomac rapidement, puis là, ça se met à pourrir à l'intérieur, puis là, je vous épargne les détails, les nausées, les vomissements. C'est rien de plaisant, mais ça arrive en ultra assez souvent, là, les problèmes d'estomac. Ben, c'est ça, j'ai vu souvent justement en ultra-endurance, les gens en parlent, puis on dirait que la capacité du système digestif à prendre une volée, c'est ce qui va déterminer que les gens vont être capables de finir ou pas, ou même d'avoir des bonnes performances. Là. Ouais, exactement. Ben, c'est souvent en ultra, les gens rient tout le temps un petit peu, mais c'est le principe de qui est capable de manger le plus puis de continuer à bouger. C'est souvent ça le principe un petit peu là. C'est un eating fest là. Ben, il y a une étude qui est parue il y a pas si longtemps qui disait que les athlètes qui s'entraînaient extrêmement fort, avec un gros volume d'entraînement, avaient une plus grande perméabilité intestinale. Donc, plus d'inflammation globale du corps. Donc, j'ai aucune misère à imaginer que c'est ça. Est-ce que c'est un élément que tu abordes avec les clients, ça, la nutrition, l'aspect de santé un peu plus global par la modification d'habitudes de vie, outre que le CrossFit? Oui, ça fait partie même du CrossFit intégral. Lors des formations de CrossFit, ils recommandent, eux, le block diet. Donc, c'est pratiquement la même chose que le paléo, excepté qu'il va avoir une quantité de carbohydrates un peu plus soutenue, donc il va avoir de plus grandes quantités. On coupe tous les sucres, carrément. Sucres fabriqués, tout ce qui est, on s'entend, là, tout ce qui sort d'un sac, tout ce qui est bonbon, tout ce qui est sucre raffiné. On sort ça de la diète, même les fruits, quelques fruits à l'occasion. Tu te nourris pas de pommes et d'oranges. On va beaucoup plus privilégier tout ce qui est fruits verts et choses, mais c'est certain que j'aborde ça avec tout le monde. Ça fait partie, selon moi, de la mise en forme. Là. C'est une grande partie du travail. Tu peux pas jamais travailler assez pour éliminer une mauvaise diète. Tu pourras pas. C'est ton essence que tu mets dans ton véhicule de course. Tu essaies de bâtir une Ferrari avec ton corps, faut que tu y mettes de l'essence en conséquence. Puis est-ce que tu penses que les gens de CrossFit, les clients qui rentrent te voir, sont plus éduqués en moyenne que, par exemple, la clientèle qui fait des ultramarathons ou juste la clientèle de performance, d'endurance? Non, je te dirais non. Il y a beaucoup, c'est la population générale souvent qui va être attirée par le CrossFit. Des fois, ça va être les gens un peu plus extrêmes qui ont fait déjà du gym, qui ont déjà un background athlétique. Ils voient cette bébête-là, la première fois qu'ils rentrent dans le gym, ils croient que c'est on fait sur un tailleur, puis on fait des cordes, puis on balance en dessous d'une barre. Là, tu sais. Ils voient pas toute la complexité qu'il y a en arrière de ça, ils comprennent pas que c'est un sport au début. Donc non, je te dirais, il y a beaucoup d'éducation à faire là, sur la population encore. Là. Tu vois les gars boire un energy drink avant le training, là, un Monster, un Red Bull, des choses comme ça. Là. C'est comme, hey man, c'est peut-être pas la meilleure chose à mettre dans ton corps avant d'aller te pousser ta machine comme ça. Là. Puis tu mentionnais les carbohydrates, les glucides. Plutôt, est-ce que, disons que tu es quelqu'un qui veut perdre du poids, est-ce que tu commences avec un régime faible en glucides, puis tu vas peut-être moduler son entraînement un peu pour qu'il y ait moins de volume, ou est-ce que tu gardes les gens sur un régime avec des glucides élevés pas mal tout le temps, puis l'entraînement arrive à les faire perdre du poids? Je te dirais que ça passe beaucoup par l'individu. Je donne beaucoup de conseils aux gens, à savoir qu'est-ce qui se passe dans la cuisine, c'est toujours une autre chose. Je peux te parler personnellement, mes tests que j'ai fait avec moi-même. Moi, je sais que je réagis très bien lorsque je suis sur un high fat, low carb. Je suis capable de faire des entraînements de CrossFit à jeun le matin directement à très haute intensité. Parce que j'ai bâti ma machine. Ma machine est prête à faire ça. Je suis prêt je suis très, très, très efficace à brûler du gras comme énergie. Est-ce que je prendrais quelqu'un qui est nouveau en CrossFit et je lui fais faire ça? Je pense pas. Je le garderais probablement sur une diète un petit peu plus riche en carbohydrates.
je pousserais fort dans l'entraînement, mais je m'assurais que ces sources de carbohydrates, c'est des brocolis, c'est du chou-fleur, c'est des piments verts, des choses comme ça. Je recommanderais jamais d'aller prendre de la cassonade ou du sucre pur, là, on s'entend, là. Est-ce que tu dirais, Steven, que tu es kétogénique en ce moment, en état de cétose? Je l'ai peut-être pas là en ce moment parce que là, je viens de finir un très gros entraînement cet après-midi, puis là, j'ai fait justement un carb backloading un petit peu, donc j'allais rechercher des carbohydrates dans mon alimentation. J'ai peut-être sorti un petit peu, mais demain matin, oui, il y a des bonnes chances, là. Je rentre beaucoup là, café au beurre le matin, là, je me mets un petit peu d'épices là-dedans. C'est mon déjeuner, j'allais jusqu'à midi, 1 heure, puis ensuite de ça, j'embarque un petit peu plus là avec un peu de protéines. Je rentre beaucoup de légumes. Je mange des quantités absolument incroyables de légumes dans mes journées parce que j'en ai besoin comme source d'énergie. Puis bon, c'est bon des légumes, on aime ça. D'accord, ben d'accord. Ça, c'est toujours drôle, hein, parce que des gens qui sont paléo depuis un bout de temps, les légumes, ça commence à goûter bon. Mais quand t'es habitué au sucre, puis aux grosses tartes, puis au sundae de McDo, et mon Dieu, qu'un brocoli, là, ça goûte rien, ça goûte le vieux carton. Ouais, exactement. Je suis d'accord, c'est fade un petit peu au début, mais c'est de s'habituer. Le corps, c'est incroyable la capacité d'adaptation du corps. Il y en a pas de limite. T'sais. Fait que c'est toujours, est-ce que je suis capable d'endurer le temps de transition entre les deux? Une fois que c'est rentré dans l'habitude, j'irai jamais au McDo aller me chercher un milkshake ou aller me chercher quoi que ce soit aujourd'hui parce que je sais comment que je me sens actuellement, le niveau d'énergie que j'ai, le niveau de force. Puis veut pas, on s'entend, c'est quand même le fun d'être beau tout nu. On n'a jamais entendu ça avant, hein, Guillaume? Ah ouais. Non, mais c'est quand même efficace, là. Ah ouais, je pense qu'on a une nouvelle devise, Vincent. Merci, Steve. Ben, on pourrait la mettre sur un t-shirt, mais le problème, c'est que ça marcherait plus après. Mais donc, Steven, tu disais, tu sais, le matin, t'es du genre à prendre un café au beurre, Bulletproof Coffee, j'imagine. Est-ce que ta routine, c'est un peu comme ça, de restreindre, d'avoir une fenêtre où est-ce que tu te nourris, admettons, entre midi puis 8 heures, tu manges, puis l'autre 16 heures, tu manges pas? Ouais, je travaille un petit peu comme ça en ce moment, je te dirais. Je varie beaucoup au courant de l'année. Je vais vraiment par feeling, comment je sens mon niveau d'énergie, comment que je sens mon niveau d'énergie avec l'entraînement. L'hiver, j'ai tendance à manger un petit peu plus. L'été, souvent, je vais restreindre un petit peu plus, puis je vais pousser beaucoup plus côté endurance. Donc là, je suis en train de pousser ma machine, faire beaucoup plus de courses à longue durée. Mais encore une fois, si je me lève le matin et que j'ai vraiment faim, je vais probablement prendre un peu de supplément de protéines, des choses comme ça. Je me fais un café glacé avec un peu de protéines. Je peux manger un avocat, quelque chose comme ça là, pour me soutenir un peu plus dans ma journée, là. Donc, supplément de temps en temps, de protéines, il n'y a pas de problème. Non, exact. Non. J'ai toujours fait des tests sans, avec, puis j'ai remarqué une bonne différence sur ma récupération personnelle. Ça, je crois encore une fois que c'est un peu par rapport à chaque personne. Vous devez faire les tests, trouver quelque chose qui fait votre affaire. Puis non, faut que je le dise, là, c'est quelque chose que j'aime utiliser une fois de temps en temps. Là, je trouve que ça rajoute là, un petit plus là, dans mes récupérations, là. Puis y a-tu d'autres suppléments comme ça que tu trouves qui sont utiles ou peut-être pour toi ou peut-être pour d'autres que tu dis ah ouais, hey, ça c'est vraiment c'est un winner là. Ça dépend toujours un peu de qui qu'on parle, de quoi qu'on parle. On a souvent le stéréotype un peu, on voit ça souvent dans les gyms, les hard gainers, donc les gens qui ont beaucoup de difficultés à gagner de la masse, qui sont extrêmement maigres, s'auto-digèrent continuellement. Souvent, ces gens-là, je vais leur recommander peut-être prendre un supplément un peu plus, jamais un mass gainer, les espèces de suppléments qui te remplissent ça de toutes sortes de choses, là. Mais parfois, là, juste de leur dire, mettre du miel un peu dans ton shake, va chercher un peu plus de carbs, va chercher quelque chose de plus consistant pour ton système. Sinon, j'utilise beaucoup les oméga 3, les fish oil, juste parce que on est constamment en inflammation, donc je trouve que ça aide un petit peu, là, ça aide un petit peu pour l'inflammation, justement, là. Mais sinon, supplément, une tasse et demie de brocoli, puis le plus de poissons possible. Oui, le plus possible dans la nourriture. Oui, Guillaume, excuse-moi. Exactement. Ah non, ça va. Moi, j'ai une question pour toi, mais je vais la mettre dans le contexte avant. La dernière fois qu'on s'est vu, puis c'est là que j'ai demandé à Steven de faire le podcast, c'était dans un party où on a un ami qui venait acheter une maison, puis il invitait un paquet de gens. Puis dans ce party-là, moi, j'ai demandé à un autre ami qu'on a qui se bat en MMA, en arts martiaux mixtes, de me montrer il
la méthode Wim Hof, qui est une espèce de méthode de respiration où tu respires vraiment, vraiment vite. Dans le fond, tu fais un peu d'hyperventilation forcée pour comme juste augmenter ton système immunitaire, puis augmenter ta performance. Puis... Fait que là, on s'est retrouvés comme 4, dont Steven était là, dans le salon, assis à faire des exercices de respiration forcée pendant comme 5-6 minutes, puis à retenir notre souffle. Fait que c'est un peu spécial. De l'extérieur, en tout cas, ça devait avoir l'air bizarre. Fait que ma question, c'est est-ce qu'il y a d'autres trucs un peu comme spéciaux que tu fais comme ça, Steven, pour l'entraînement, ou des trucs que les gens pensent pas tout de suite, je sais pas, de la méditation, des bains glacés, est-ce qu'il y a des trucs que tu essaies des fois pour faire changement, là, ou gagner un petit plus dans ta performance? Je te dirais le cold shower, j'ai toujours bien aimé. Jamais immédiatement après l'entraînement, mais souvent comme là, tu vois, ça fait à peu près 3 heures que je suis sorti du gym. J'ai fait une grosse séance de squat, je suis fatigué, j'ai les jambes fatiguées. C'est sûr, je vais me donner un petit coup dans la douche à l'eau froide. J'aime l'effet que ça fait sur mon corps. Je me ressens revigoré. Tu sens la circulation qui me demande beaucoup. Sinon, je reste souvent dans les lignes, le foam roller, beaucoup de balles. Sinon, stretching, yoga également. Je fais beaucoup de yoga, là, au moins 2 à 3 fois par semaine. Là. Je sors de là, c'est incroyable là, la sensation que tu as en sortant d'un cours de yoga. Si tu te donnes, si t'es pas juste chill un petit peu, tu vas tranquille, si tu pousses tes postures, tu pousses fort, là, tu sors de là, puis t'en as pour j'en ai toujours pour un bon 30-40 minutes là, à flotter. Là. Fait que yoga, certainement. Sinon, la course à pied, j'adore la course à pied. Là. Je trouve que je suis certain en plus que ça apporte beaucoup dans le CrossFit. Puis c'est quelque chose qui est souvent délaissé un petit peu par les athlètes qui essaient de performer. Ils se concentrent beaucoup sur l'haltérophilie, alors qu'ils devraient bâtir la machine cardiovasculaire beaucoup plus. Hein. Est-ce que tu as un truc en course pour, mettons, éviter les blessures? Parce que j'avais un ami physio qui me disait que tant qu'il va y avoir des coureurs, moi je vais avoir une job. Tu sais, je vais avoir un emploi. Parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui se blessent. Puis toi, t'avais des volumes quand même assez gros, là, 150 km par semaine, c'est pas rien. Tu sais, je sais que t'as déjà mentionné là, tu sais, le foam rolling pour survivre, mais est-ce que tu as d'autres trucs par rapport à ça, des souliers de course, des surfaces spéciales sur lesquelles tu cours, des techniques de course? Bon, c'est certain que je courais toujours en montagne. J'ai jamais été un amateur de route, quoique aujourd'hui je cours un petit peu sur route, mais jamais les volumes que je faisais dans le temps. Sinon, je suis un coureur un peu minimaliste. Ça m'a aidé beaucoup dans ma technique de course, à réapprendre à courir comme il faut, à rebâtir mon corps. Je te dirais là, les pieds, la posture de course beaucoup. Sinon, je recommanderais aux gens directement d'aller voir un spécialiste de course, un kinésiologue, quelqu'un qui va pouvoir faire une analyse de leur course et surtout s'entraîner en dehors, pas juste faire de la course. La course, c'est pas un moyen de perte de poids. La course, c'est un sport qui est violent, c'est un exercice d'intensité, de force. Ça prend une force abdominale pour soutenir le corps. Quand on court, on peut pas penser qu'on va aller soumettre son corps à des impacts, à des forces de torsion comme la course. Puis si on est aucunement entraîné, qu'on se lève du divan pour aller courir, on n'aura pas de problème. Là. Donc c'est beaucoup d'éducation par rapport à la population qu'il faut faire avec ça. Là. Un coureur, ça a besoin de faire des abdos, ça a besoin d'aller lever du poids un petit peu, ça a besoin de faire du gym. Là. Fait que tu parles de force abdominale, tu as un exercice d'abdos fétiche que tu recommandes à beaucoup de gens, que tu fais toi-même vraiment comme en maintien? Personnellement, là, actuellement, comme je te disais, je suis beaucoup plus dans le CrossFit, donc c'est beaucoup les GHD, les Glute M Developer, les espèces de grosses machines noires qu'on voit dans les gyms. C'est assez solide comme machine pour travailler le soutien du tronc. Sinon, pour un coureur, lorsque je courais beaucoup, c'était beaucoup d'arabesque. Donc, je vous mets en contexte un petit peu. On parle pas nécessairement de patinage artistique, mais c'est un excellent exercice. On se tient en équilibre sur un pied, on vient contracter le fessier, le corps en pleine extension, on est parfaitement droit et on vient pencher vers l'avant. Complètement le corps, on redresse. C'est important de garder les hanches et les épaules bien horizontales par rapport au sol, parallèles l'un à l'autre. C'est un super bon exercice pour travailler justement la stabilisation abdominale, travailler le fessier. Ça et aussi les bonnes vieilles planches. Planche sur les coudes, simplement, on alterne planche côté droit, planche côté gauche. Toujours important d'avoir une belle technique. Les gens se font mal en faisant des planches parce qu'ils font mal. Le dos s'affaisse souvent, les fesses sont pas contractées. C'est important, c'est un exercice full body, donc le corps doit être extrêmement contracté. Mais je te dirais rapidement comme ça, là, c'est pas mal les exercices de base très simples que tout le monde est capable de faire. Là.
Pour les gens qui ont, tu sais, faire une petite parenthèse, les gens qui n'ont pas de référence pour l'arabesque, là, je pense que ça ressemble pas mal à un guerrier 3 en yoga. Moi, je sais qu'on appelle ça guerrier 3 quand on donne des cours de yoga au cégep, là, donc c'est genre le guerrier sur une jambe, il faut que tu sois en équilibre, j'imagine, ça va être proche. C'est bien ça, Steven? Ouais, exactement. Sauf t'as pas besoin nécessairement de maintenir très longtemps en haut. Souvent, je fais maintenir mes athlètes 1 seconde ou 2 secondes en haut. Par la suite, ils peuvent redescendre, on remonte, on redescend. Donc, c'est vraiment de pratiquer le maintien de la hanche, là. C'est probablement ce qui est le plus important en course, c'est de réussir à garder un tronc stable. La hanche, je vais voler un peu ce que Kelly Starrett dit dans son nouveau livre. La course, c'est rien de plus que garder un tronc stable puis flexer une hanche. Ça revient à ça, là. C'est une chute vers l'avant perpétuelle en fléchissant la hanche, en gardant un tronc stable. Puis juste peut-être pour compléter l'arabesque, donc tu dis, oui, fléchir vers l'avant, la jambe qui est, si on a un pied au sol, l'autre jambe est dans les airs, est-ce que la jambe est tendue? Oui, exactement. La jambe va suivre l'angle du corps. L'idée n'est de pas briser la ligne corporelle. Donc, de garder une belle ligne complète. On veut pas briser à la hanche. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne plie pas. La jambe doit suivre le tronc. Ensuite, on revient droit, on repenche vers l'avant, on suit le tronc et on revient droit. Fait que c'est autant un exercice de stabilisation abdominale que de stabilité, mais de mobilité à un certain point. Parce que la souplesse de l'ischio-jambier, de tout ça, tu vas la travailler en même temps. Oui, proprioception de la cheville également, renforcement. Travailler, la cheville travaille extrêmement fort dans ce mouvement-là également, là, pour stabiliser tout le corps. Ce qui nous ramène encore une fois au fameux squat que les gens font mal. Exactement. Puis tu as parlé aussi de planche abdominale, puis c'est un exercice que j'adore, que je recommande effectivement souvent. Y a-tu un point à partir duquel la planche, c'est plus utile en tant que tel? Il y a des gens là, qui sont capables de maintenir des planches pendant, je vais dire 10 minutes, là, j'exagère évidemment. À partir de quel moment tu penses que juste faire une planche tout seul, la vanille, avec pas de poids, rien, c'est plus utile? Je crois que si quelqu'un est capable de tenir sa planche pendant plus 3 à 4 minutes, il fait juste plus la bonne sorte de planche. La planche, c'est comme tous les mouvements de gymnastique, il y a des progressions. Tout le monde connaît bien la planche sur les coudes, mais par après, on va avoir le Superman Plank, donc la planche Superman. On va étirer les bras de plus en plus loin, avoir le corps vraiment en porte-à-faux. Donc, on vient de complexifier beaucoup de mouvements. Par la suite, il y a un beau mouvement qu'on appelle le de chien à oiseau. Donc, on lève les membres, la jambe et le bras en croisé. On débute la main au sol, le coude au sol. On lève les membres en croisé. Par la suite, on redépose. Par la suite, on peut prendre une position push-up, la même chose. Il y a vraiment beaucoup de progression possible dans les planches. Donc, encore une fois, si vous êtes capable de faire une planche pendant 3 minutes, vous faites pas le bon type de planche, allez voir un entraîneur, il va vous trouver quelque chose de beaucoup plus difficile, je vous le garantis. Alors, on va changer un petit peu de rayon avec une question qu'on pose à beaucoup de nos invités, puis qui, des fois, c'est une balle assez courbe pour eux autres, c'est leur définition de la santé. Fait que toi, évidemment, t'es entraîneur, mais t'as un intérêt assez proche à la santé des gens. D'une part, pour que les athlètes, ils se blessent pas pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Mais les monsieur, madame, tout le monde, je veux dire, tu veux qu'ils reviennent dans ton gym. Fait qu'il faut pas qu'ils se blessent. Faut qu'ils se voient, qu'ils aiment ce qu'ils voient dans le miroir. Donc, as-tu une définition particulière de la santé, que ce soit personnelle ou que t'expliques à des clients, à des gens? La santé, pour moi, je te dirais, c'est d'être capable d'accomplir toutes les activités physiques, toutes les activités, ne pas avoir de limitation quelconque, fonctionner au maximum que ta biologie le permet, que ta génétique va te le permettre, sans parfois compromettre ton futur. La santé, ça passe également par le mental, c'est être capable de lire des livres, s'éduquer. C'est très large comme terme, la santé. Ça va passer également par les relations, les gens autour de toi, s'entourer de gens inspirants qui te forcent à devenir meilleur, qui te donnent envie d'être meilleur. Ça passe par la découverte du monde, aller faire du hiking, aller explorer, vivre la planète, vivre son fitness. Je passe mes journées à dire ça dans mon gym. Les gens sont là, ils font du gym 6 jours semaine, sont toujours enfermés. J'ai dit, profitez de votre fitness, allez vivre dehors, allez jouer dehors, vous êtes en santé, vous êtes en forme, vous êtes capable de bouger, allez en profiter. Donc ça, je crois que ça fait une partie importante de la santé, de notre définition de santé, là. Donc oui, je pense que c'est de ne pas avoir aucune limitation, capable de tout faire, capable de s'amuser. On cherche pas à être spécialiste, c'est pas de chercher à performer dans un sport en particulier, c'est d'être capable de jouer un peu à tout, de toucher un peu à tout, d'expérimenter, de vivre finalement, là. Donc c'est vraiment la santé, c'est plus un outil qu'une fin en soi, là.
Ouais, je crois que oui. Ça permet d'expérimenter la vie d'être humain, là, carrément. Là. Quelqu'un en santé peut bouger beaucoup plus, peut expérimenter beaucoup plus de la vie. Versus quelqu'un qui est toujours malade, en surpoids, qui n'a pas une belle qualité de vie. Là. Mais vas-y, ça. Ben regarde, enfin, dans ta définition de la santé, tu disais la santé doit pas se faire au détriment de la forme physique. Puis évidemment, t'entraînes des athlètes, puis là, spécialement avec les Jeux olympiques de Rio, tu sais, combien d'athlètes sacrifient leur santé littéralement pour avoir une médaille d'or, par exemple. Est-ce que t'acceptes, dans le fond, qu'il y a des gens qui fassent ce compromis-là de cheminer vers la performance, peut-être au détriment de leur santé? Oui. C'est un choix personnel, puis c'est un choix que j'ai déjà fait dans le passé, là, quand j'ai fait la Death Race, comme la course à l'endurance. Ouais, c'est pas pour la santé, là. Je pense qu'après 12 heures, c'est plus pour ta santé. Ça, c'était pas pire, c'était l'Ultra Beast, mais la Death Race, c'est 3 jours, là. C'était un 70 heures en continu, non-stop, tu te fais bombarder d'1 million d'épreuves, tu sais. Je faisais pas ça pour la santé. Un ultramarathon, courir sans Mars, il y a rien de santé là-dedans, là. C'est pas le but qu'il est recherché, je crois, en arrière de ça, quand ces gens-là font ça. C'est vraiment la performance humaine, le développement de soi-même. Puis je crois que ça répond à un de leurs besoins. Mais ouais, je pense que t'avais pas encore abordé ça, la course de 70 heures. Là. Donc ça, c'est sans dormir. J'imagine qu'il faut que tu manges un peu. Et qu'est-ce qui se passe là, dans ton corps puis dans ta tête là, quand j'imagine qu'après 10, 20, 30, 40, 50 heures, il doit y avoir des effets assez spectaculaires. Là. C'est spécial, oui. C'est vraiment étonnant tu vas dans des zones, premièrement, que tu peux pas toucher en entraînement. En entraînement, on dit toujours, tu t'entraînes jamais plus du tiers de la distance de ta course. Donc, si tu veux faire comme 2 à 3 jours sans dormir, tu as déjà pratiqué environ 20 à 25 heures éveillé. Ce que tu peux digérer après 25 heures, c'est pas ce que tu peux digérer après 48. C'est étonnant, tu commences au début, j'étais aux noix, beef jerky fait maison, le bacon, j'ai terminé la course sur le chef Boyardi sur le pré-workout, puis le système, comme je disais, l'humain est extrêmement adaptable, donc tu as juste besoin de calories pures rendues loin comme ça dans toi, mais tu passes par toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de sentiments, là. En pleine nuit, dans le milieu du bois, à marcher, tu marches, tu sais même pas où tu t'en vas, puis ça fait 6 heures, 7 heures, tu marches, il fait froid, t'es trempe, tu te doutes de toi, tu te poses plein de questions, tu te demandes continuellement, mais pourquoi je suis en train de faire ça, qu'est-ce qui me pousse à faire ça, tu penses à ta vie, tu penses à tout, ça donne beaucoup de temps pour réfléchir. Je te dirais, soudainement, 2 heures après, tu vas être au maximum de ta forme. J'ai déjà fait un PR, on avait une petite course une petite course à obstacles qu'on faisait avec un de mes amis quand j'habitais au Vermont pour s'entraîner. On faisait la petite course à obstacles, je l'avais fait en 8 minutes, là, c'était mon meilleur temps. Je l'ai refait pendant la course, c'était une des épreuves, on avait une course identique à faire. Puis j'ai battu presque 1 minute, là, j'ai fait en 7 minutes. Après 25 heures de course, c'est hallucinant. Là. On se pas croire intuitivement, hein, genre le corps a plus de ressources qu'on pense. Ouais, beaucoup plus, là. Donc, non, c'est ça, là, c'est pas santé, c'est sûr que c'est pas santé, là. Mais tu sais, c'est des expériences de vie, un peu, puis je crois que c'est des choix à faire à un moment donné. Bon, tu fais pas ça pendant 35 ans, t'en profites, t'es jeune, t'as le goût de pousser, t'as le goût de le faire, tu le fais. C'est comme, je vois les athlètes olympiques à la télé, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour ces hommes, ces femmes-là, qui ont sacrifié tout, là, tu sais, depuis l'âge de 15 ans, depuis l'âge de 12 ans, depuis l'âge de 10 ans, là. Ils ont jamais eu un week-end, ils ont jamais eu du temps relax, là. C'est toujours travail en pensant un jour se rendre là. Donc, non, ça m'inspire quand je vois des choses comme ça. Ah, puis ça prend combien de temps de te remettre d'une course de 70 heures? C'est avant que tu puisses marcher, puis aller aux toilettes sans trop grimacer, puis sans les jambes qui fassent trop mal. Puis... Étonnamment, j'ai été moins magané après la course qu'après plusieurs de mes entraînements. C'est tu tombes vraiment dans un drôle de monde là, pendant la course, je dois avoir fait 5000 burpees là, puis j'étais à peine raqué un peu dans les jambes, d'inconfort, mais je te dirais que c'est que tu vois plus le monde du tout comme tu étais habitué, tu es dans une bulle pendant environ 1 mois et demi, 2 mois. Il y a vraiment un changement neurologique qui accompagne des courses extrêmes comme ça là. Et plus la même personne avant puis après là. Ça change vraiment beaucoup de choses là, ta vision de la vie, tu t'assois juste chez toi, puis t'ouvres l'eau chaude, t'ouvres l'eau froide,
tu ouvres le frigo, tu sais, c'est tous des concepts de base qu'on a dans notre vie de tous les jours, qu'on prend pour acquis. Puis lorsque tu te fais priver un peu de ça pendant d'être aussi inconfortable pendant aussi longtemps, tu reviens après ça à la maison, puis t'es comme juste ahuri un peu de notre niveau de vie là, qu'on a là. Ah. Puis, je vais prendre un autre tangente, là. Mais tout t'es entraîneur. Personnellement, tu sais, quand il y a des gens qui te demandent, OK, je vais essayer un gym, mais je suis pas sûr si c'est un bon gym ou si l'entraîneur il est bon. Tu sais, qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu recherches, là? Tu sais, si tu allais t'entraîner demain dans un gym, tu avais à choisir ton propre entraîneur, qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu demanderais? Ben, je peux y aller un peu comme moi j'entraîne parce que c'est un peu l'entraîneur que je voudrais voir. Moi, je veux voir quelqu'un de passionné. Je veux voir quelqu'un qui a la santé de ses athlètes puis le développement de ses athlètes à cœur. Moi, tout le monde qui passe ma porte, qui vient en CrossFit, c'est un athlète. Je le traite comme un athlète. Cette personne-là, elle peut avoir n'importe quel background, peut avoir 60 ans, avoir de l'arthrose. Je vais la traiter comme un athlète. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vais lui donner toute l'attention qu'elle a besoin. Je vais lui donner les progressions. Je vais faire comme si cette personne-là essayait de devenir le meilleur qu'elle peut devenir. Fait que c'est un peu ça que je crois que je chercherais chez un entraîneur, là. Avoir quelqu'un de passionné qui s'informe. Moi, je suis jour et nuit en train de chercher, là. Tu sais, j'arrive chez moi le soir, là. Je suis toujours sur Facebook, sur ma tablette. Je suis en train de chercher. Je suis en train de lire un nouvel article. Je suis en train d'écouter une nouvelle vidéo, une nouvelle technique. Aujourd'hui, avec Internet, il n'y a pas d'excuse pour pas être continuellement en recherche puis continuellement à l'affût des nouvelles dans le sport, là. Donc, moi, c'est un peu ça que je chercherais si j'avais à me chercher un entraîneur personnel, là, un crinqué, là, quelqu'un qui en mange, là. Puis dans l'environnement du gym, tu sais, en termes d'équipement, mettons, de membres, est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, OK, ça, c'est essentiel. Ça, c'est un bon signe. Ça, c'est quelque chose que je veux voir. Pas de machine, c'est déjà quelque chose d'excellent. Dans notre gym, on n'a aucune machine. On a une zone complète de musculation qui est seulement poids libre, TRX, les espèces de bandes qu'on peut accrocher au plafond. On a une multistation que je me sers uniquement sur les gens qui font de la réhabilitation. J'ai un leg press parce qu'il était vraiment pas cher, puis parce que les bodybuilders sont bien contents de pouvoir avoir un leg press, mais sérieusement, je m'en sers beaucoup plus sur des gens qui sont encore une fois en perte de mobilité ou en réhabilitation, que je veux reloader tranquillement, pas vite, leurs systèmes qui sont pas nécessairement en état de faire des squats. Ah, puis, tu sais, justement, personnellement, tes sources d'informations favorites, là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu vas voir pour dire, OK, tu sais, ça m'aide, c'est pertinent, tout le monde devrait regarder ça s'il était capable. Ido Portal, j'adore ce qu'il fait. Ido Portal, il y a beaucoup de très bons drills à aller chercher là-dessus. Ils sont pas faciles à trouver, vous devez creuser sur YouTube, mais des routines de stabilisation des épaules, d'étirement, de mobilité, ces routines de crawl, de déplacement au sol, c'est réapprendre son corps, se réapproprier son corps, jouer avec son corps, c'est vraiment le fun, là. J'ai également Kelly Starrett que j'adore aussi, là, il y a vraiment des bons exercices, il simplifie beaucoup. C'est ce que j'aime, c'est une belle c'est vraiment amener la physiothérapie dans le gym, là. Carrément, puis rendre ça disponible aux athlètes, rendre ça disponible aux entraîneurs. Ouais, c'est bon de savoir que le milieu de l'entraînement s'en va vers ça, là. Ça a changé depuis que j'étais entraîneur à 18 ans avec 2 fins de semaine de formation, là. Oh, oui, exact. Mais encore, je te dirais, au Québec, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus parce que c'est vraiment individu par individu. Quelqu'un qui cherche un entraîneur doit se trouver un individu et non un titre ou une réputation, là. Faut vraiment creuser, aller percer la carapace un peu, aller voir qu'est-ce qui se passe en arrière, parce que c'est vraiment facile de trouver des gens qui se croient excellents puis qui vont juste vous blesser ou pas faire assez attention à vous, pas vous respecter en tant que personne, là. Alors, Steven, le podcast tire à sa fin. J'ai le droit de te donner une tribune, en fait, pour t'exprimer. Fait que la question sur laquelle j'aimerais que tu t'exprimes, si tu avais un message à lancer justement à l'industrie de la santé, tu sais, si tu avais un billboard, là, puis tu pouvais t'adresser à toutes les José Lavigueur de ce monde qu'est-ce que t'aimerais ça leur dire? Lâche-toi lousse, là. De toute façon, il y a personne qui écoute ce podcast-là. Carrément arrêter d'essayer de faire de l'argent sur le monde puis commencer à essayer de les soigner puis de les faire bouger mieux, là. C'est une grosse part, là. Peut-être de construire des programmes préfaits pour les gens. Vraiment approcher l'entraînement pour permettre aux gens de bouger mieux et de bouger plus.
de vivre finalement, d'explorer le monde autour d'eux. Là. C'est pas vrai que tu as besoin absolument d'un gym pour t'entraîner. Je me suis entraîné 6 ans de temps sans un gym. T'as pas besoin d'un abonnement qui te coûte qui te coûte les yeux de la tête. Là. C'est vraiment par rapport à l'argent. Tu sais, je vis dans ce monde-là, dans ce business-là, je vois ça tous les jours. L'argent est omniprésent, c'est toujours vendre de nouveaux programmes, vendre la nouvelle chose. Puis je crois que c'est un problème un peu là-dedans. Là. C'est ce qui me blase un peu la profession, c'est que c'est souvent rapporté au cash, qu'il faut produire du cash. Donc ça, je crois que c'est beaucoup plus généralisé que juste à l'entraînement. Là. Mais vraiment, juste faire son mieux pour mettre les gens en forme. Là. OK. Bon, je suis content de t'être closé avec ça parce que tout ce que tu as dit avant, ça rentrait pas pantoute sur un billboard sur l'autoroute. Pfiou! Ah, OK. Donc, bon, tes billboards. Oh, c'est sortir de votre zone de confort. Ça, c'est... si c'est rendu facile vos exercices, c'est trop facile. Sortez de votre zone de confort constamment. Écoute, Steven, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? On a nommé, l'usine CrossFit de Victoriaville. Y a-tu un site web? C'est pas l'usine, c'est pas l'usine CrossFit, c'est vraiment CrossFit Victoriaville. On va le corriger, ça. T'as bien fait de le préciser. Il y a pas de problème. Donc, y a-tu un site web? Y a-tu un Twitter? Y a-tu un Facebook? Oui, ben, il y a le Naturo 2 Sport. C'est CrossFit Victoriaville. C'est le gym avec lequel on est affilié. Sinon, mon Facebook directement, Steven Roseberry. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, des choses que vous voulez discuter, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Puis sinon, le gym, on a toujours notre Instagram, on poste une fois de temps en temps quelques photos, des trucs comme ça. Je te dirais qu'on est tellement occupé ces temps-ci que j'ai pas beaucoup de temps de. J'avais un blog, j'ai coupé ça un petit peu, j'ai pas beaucoup de temps de m'en occuper dernièrement là. On est tous des gens occupés, effectivement. Ben, oui, exactement. Steven Roseberry, donc, qui est entraîneur / gérant du CrossFit Victoriaville. Ce fut un plaisir de te parler. Alors, c'était Vincent Mandeville à paleoqc.com avec mon comparse Guillaume Lacerte, co-auteur aussi, à Paléo Québec, paleoqc.com. Et je vous dis à la prochaine fois.